Et aujourd'hui, bonjour Marine Tondelier, vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, les écolos. Alors après une semaine de menaces et sa maison incendiée parce qu'il voulait installer un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa commune de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, Yannick Morez, qu'on voit là, a décidé de démissionner. Ce maire, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Il va être reçu par Elisabeth Borne mercredi, mais qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Résister? Rester en poste? Je lui ai envoyé plusieurs messages au moment de l'incendie, puis au moment de sa démission. Je me suis entretenue hier avec l'élu Europe Écologie Les Verts de Saint-Brévin. Et ce qui se passe là-bas est atterrant et catastrophique et très inquiétant. Parce qu'en fait, la République a reculé. On a un maire qui voulait installer un centre d'aide aux migrants dans son village de manière parfaitement démocratique. Il a été élu, ce n'est pas un projet qui a été caché. On a eu des manifestations d'extrême droite, même plus que d'extrême droite dans ce village. Il a fait appel à la préfecture pour demander l'interdiction de cette manifestation parce qu'il se sentait en danger. Il n'a pas eu de réponse. L'État ne lui a même pas répondu. Et donc là, il démissionne. Il a été abandonné, c'est ce que vous voulez dire. Il a été abandonné. Et moi, ce que je veux lui dire, c'est qu'il n'a... Il ne faut pas qu'il se sente coupable. C'est-à-dire qu'il a fait preuve d'un courage extrême. Il l'a déjà fait. Ah, il l'a fait, mais il faut que ce soit accepté par la préfecture. Est-ce que vous avez envie de lui dire résister, au contraire, on rester? ne laisse pas, en fait, on ne laisse pas des maires sans leur consentement. Et par ailleurs, résister, c'est ce qu'il a fait seul, dans le plus grand mépris de l'État pendant des semaines. Et donc, je ne sais pas si une personne en France peut lui reprocher de démissionner. Aujourd'hui, il a fait preuve d'un immense courage. Il a été abandonné par la République. Maintenant, il a droit au repos. Est-ce qu'il faut renforcer la protection des élus locaux ou des élus en général? Et comment, surtout? Ça me paraît évident. Et je pense que l'État est en train de prendre conscience du fait qu'ils les ont abandonnés et qu'ils ont cédé dans ce pays où l'extrême droite mène une bataille culturelle extrêmement violente. Et ce n'est pas juste de l'extrême droite politique, ce sont des fascistes, des néo-nazis, des révisionnistes qu'on laisse défiler dans la rue. Alors, à ce propos, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé l'interdiction de plusieurs rassemblements d'ultra-droite ce week-end à Paris qui ont été annulés, sauf... Il est temps. Il est temps. Oui, ce même ministre de l'Intérieur avait dit quand même que Marine Le Pen était trop molle. Donc on voyait qu'il mène une sorte de bataille viriliste avec Marine Le Pen. Tournant, cependant. Je pense qu'ils se rendent compte, mais c'est pas qu'un. Enfin, je pense que ces manifestations comme ça, très visibles dans les rues, en se revendiquant d'être néo-nazis, c'est pas extrêmement, c'est néo-nazis, c'est des gens qui leur idéologie a fait des millions de morts, des centaines, des millions de morts en Europe, et on voit qu'en fait, il est dans un. C'est pas juste ça le problème, c'est la conséquence de tout le reste. C'est la conséquence du fait que sur CNews, dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie prospérer en ne respectant pas les règles du pluralisme. Vous mettez en cause des médias, là, clairement. CNews, vous mettez en cause des médias. CNews, Valeurs Actuelles. Je les mets en cause, et pas juste les médias. Eux, on sait quelle est leur stratégie, on sait quelle est la stratégie de Bolloré. Je mets en cause aussi l'Arcom, qui ne prend pas ses responsabilités et qui les laisse faire quand toute la journée sur CNews. L'Arcom, c'est l'ex-CSA qui gère les temps de parole, notamment dans les émissions de télévision. Quand toute la journée, vous avez que des débats entre des gens d'extrême droite et de droite extrême, sans aucune pluralité sur aucun plateau et aucun éditorialiste, toute la journée sur des chaînes où personne ne leur dit rien. Valeurs Actuelles, il faudrait regarder aussi combien d'argent public qui touche Valeurs Actuelles pour répandre aussi ces idées nauséabondes qui nuisent à la société à la fin. Il faut interdire Valeurs Actuelles et CNews. Je pense que la question se pose de l'argent public qui finance Valeurs Actuelles, une chaîne comme ça qu'on laisse prospérer sans ne rien dire. Et il y a quand même des lois qui existent, des réglementations qui existent sur le sujet. Donc oui, on a un problème et ça conduit à la fin à ce genre de manifestation, une impunité en tout cas ressentie par l'extrême droite de ce pays. On va parler maintenant de la sécheresse qui est là et qui menace les cultures du sud de la France. Dans le nord, je dirais c'est le chaud et le froid entre les annonces d'ouverture d'usines et les fermetures. C'est complètement sec depuis le début de l'année. C'est inquiétant. Pour les gens, pour le robinet, quoi que ce soit. L'eau, c'est important. On est l'Office français de la biodiversité. Vous avez une piscine peut-être. Vous êtes au courant que la première mise en eau est autorisée, mais après, les mises à niveau, c'est interdit. Ces petites branches se sèchent, les feuilles sèchent, et ils commencent à sécher d'en haut en bas, et il va se laisser mourir. Il n'y a plus de récolte, vous pouvez même le voir sur les autres arbres. On voit que la récolte est déjà perdue. Les autorités ont donc décidé d'imposer des restrictions d'eau maximales. Quand on entend qu'on veut nous couper l'eau encore un petit peu plus, voilà, c'est pas vivable. Tous mes rêves d'enfance, tout ce que j'ai tant aimé, et aujourd'hui me dire que c'est peut-être condamné. On est dans une situation extraordinaire de sécheresse incroyable. On n'a pas à lever les normes environnementales, on a au contraire à les augmenter. On s'est donné les objectifs 2050-2030 pour décarboner, réduire les phytos, etc. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Maintenant, il faut qu'on exécute. Il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles parce qu'on va perdre tous les acteurs. Enfin, 1500 flics, je pense que les policiers ont autre chose à faire en France que de boucler une ville. Prologium annonce
5 milliards 200 millions d'euros d'investissement sur Dunkerque, ce qui va permettre de créer une immense usine de batteries électriques et 3000 emplois. On annonce effectivement des milliers d'emplois, mais d'un autre côté, on a notre industrie actuelle qui est fortement menacée. En 2014, on savait qu'ils venaient pour la technologie française et pour le savoir-faire français. Mais on ne savait pas qu'ils allaient partir comme ça du jour au lendemain en laissant 350 salariés sur le carreau. Donc les axes, c'est de dire non à Emma Steel, non aux Chinois. Vous ne pouvez pas partir d'ici, en plus en nous vendant vos roues et en prenant les brevets. Alors il pleut sur ces images, mais on va parler de la sécheresse parce qu'il ne pleut pas assez justement. Et les Pyrénées-Orientales et l'Hérault ont mis en place des mesures strictes, notamment l'interdiction de remplir les piscines chez les particuliers. Est-ce que vous soutenez ce genre de mesures ? On se retrouve encore une fois à devoir punir des particuliers parce qu'on n'a pas anticipé. C'est de la punition. C'est de la pluie punition. en ce moment ne régénère pas les nappes. Après le mois de mars, les végétaux sont en train de croître, donc la pluie aide les végétaux qui poussent, mais ne régénère pas les nappes. Ça, c'est en novembre et en mars. Il est trop tard pour ça. Mais vous avez utilisé un mot intéressant. Vous dites on est en train de punir les gens. Ces mesures-là, c'est de la punition. En fait, je pense qu'on voit bien qu'on va avoir un problème d'eau. Et donc, il y a des choses très stratégiques à faire dès maintenant, notamment s'assurer que les réserves d'eau pour combattre les incendies qu'on ne manquera pas d'avoir cet été sont faites. Et puis après, il faut à la fois des mesures d'efficacité, c'est-à-dire que pour les mêmes usages, on consomme moins d'eau. On a quand même un réseau d'eau qui fait perdre 20 à 30% de l'eau consommée dans des fuites, etc. Il faut un plan d'urgence pour travailler ce réseau que les privés, les délégations de services publics ont laissé vraiment se dégrader. Deuxième chose, c'est qu'il faut de la sobriété. On voit bien qu'on ne pourra pas continuer à utiliser autant d'eau, et donc il y a des usages qu'il va falloir arbitrer. Et la troisième chose, c'est la justice. Je pense que pour que les mesures soient acceptées, elles doivent être justes. Et il faut mettre un peu de pédagogie dans tout ça, parce que je vois qu'il y a une stratégie du gouvernement de faire de l'écologie des boucs émissaires de tous ces problèmes. Mais les agriculteurs, leur problème, c'est pas l'écologie. Il y a 200 exploitations qui ferment tous les ans, chaque semaine, en France. Ils sont dans une situation qui est dramatique. Ils gagnent pas assez. Le revenu médian d'un agriculteur, c'est 560 € par mois, faut le dire. Mais on peut enlever tous les écologistes de France et d'Europe. Ça ne change rien au problème d'eau. Je rebondissais sur le mot punition parce que je rebondissais sur le mot punition parce que l'écologie punitive, c'est ce qu'on vous reproche souvent, c'est ce qu'on aimerait faire croire, mais vous remarquerez qu'on parle que de mesures qui ne sont pas prises par Europe Écologie Les Verts. Non, mais c'est ce que disent vos adversaires, cependant. Alors, petite question. Oui, mais c'est eux qui le font. J'entends. Mais est-ce que pour vous, aujourd'hui, il faut, par exemple, arrêter la construction de piscines chez les particuliers ? Il faut redéfinir l'usage de l'eau, mais est-ce qu'il faut arrêter la construction de piscines chez les particuliers ? C'est dans la part d'eau à la fin, c'est rien. Hein. L'agriculture, on est à la moitié de l'eau qui va être consommée en France cet été. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que quand on se projette, et ça n'est pas de la faute des écolos, parce que si ce n'était pas là, ce serait pareil. Quand on n'a plus assez d'eau, quand on se projette dans une France à plus 4 degrés, oui, en fait, il va falloir revoir ce qu'on cultive où, pas juste pour le bien de la planète, mais aussi pour et les piscines particulières peut-être aussi. Il faut revoir tout. Mais quand on voit que 20 à 30% de l'eau des réseaux publics part dans la nature parce qu'il y a des fuites et que les réseaux ne sont pas entretenus, c'est par rapport aux piscines, c'est un détail, les piscines à côté. Alors, on a vu cette semaine, Dunkerque va devenir la vitrine de l'industrie verte en France avec une immense usine de batteries pour voitures électriques. Emmanuel Macron parie, lui, il le dit, sur l'industrie verte et la croissance verte. Est-ce que vous aussi, vous faites le même pari ? Le pari du vert, oui, mais je ne suis pas sûre qu'on mette les mêmes industries derrière les mêmes mots. Et ce qui me trouble énormément, c'est de le voir parader à Dunkerque avec son grand plan industriel qui tourne quand même beaucoup autour de la bagnole, qu'elle soit électrique ou pas, on peut en parler, mais surtout à quelques kilomètres donc des deux sites de Tri-Saint-Léger, on vient de voir avec François Ruffin, on était 2 fois cette semaine. Et il y a un autre site à Lefrancou, vraiment à quelques kilomètres de là où était Macron, donc c'est Val-d'Une, il fabrique des roues de train. C'est le seul endroit en France où on fabrique des roues et des essieux de train. La SNCF achetait 100% de ces roues-là, la RATP le fait, Alstom, et aujourd'hui on les laisse tomber. Et donc l'industrie verte, c'est ça aussi. C'est les transports en commun, on annonce des milliards d'investissements. Alors qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Je veux dire que... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que l'usine de Dunkerque, c'est pas important, il vaudrait mieux sauver l'usine d'essieux de train d'à côté. Je vous dis qu'on laisse pas crever 435 salariés. Par principe, déjà, quoi qu'ils produisent. Ils ont été oubliés dans l'histoire, vous pensez ? Ils sont complètement oubliés et méprisés. Il vient d'un Dunkerque à quelques kilomètres, il n'a même pas un mot à leur égard. La deuxième chose, c'est que c'est un pôle d'excellence. Vous savez, on avait ce record de vitesse de train 560 km/h sur l'axe TGV. La roue avait été fabriquée là. Ils disent en pleurant, en disant c'est notre fierté, c'est un pôle d'excellence. Et donc aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que les trains qu'on fabriquera en France demain, ce sera plus avec des roues françaises parce qu'on laisse crever. Et la forge de Lefrancou, c'est la dernière forge de France. C'est-à-dire que c'est des savoir-faire historiques qu'on ne retrouvera plus jamais parce que les forges, une fois que la dernière est fermée, on n'a plus le savoir-faire. Ce qui vous a fait réagir aussi, c'est quand Emmanuel Macron a dit qu'il voulait une pause, on l'a entendu, dans les réglementations liées à l'environnement pour les années qui viennent. C'est-à-dire, il dit en gros, appliquons déjà ce qui existe,
voilà, ou ce qui est en cours de négociation, plutôt que d'essayer de penser à l'avenir, à inventer d'autres normes. Est-ce que vous ne pensez pas que ce discours-là, les Français l'entendent? Par exemple, quand on voit que les normes pour le logement changent quasiment tous les ans, il y a de quoi en perdre la tête, non? La première chose, c'est qu'on lui demande une pause, oui, mais c'était plutôt sur sa réforme des retraites. Donc je pense qu'il y a un petit décalage entre la pause que les Français lui demandent et la pause que lui fait. Je ne pense pas que c'était sur l'écologie que les Français demandaient. Peut être entendu quand même. Vous savez, aujourd'hui, la France... Trop de normes, des fois, on ne sait plus. Non, mais je pense qu'Emmanuel Macron, il prend conscience de l'écart entre ses discours et ses actes. Et donc, plutôt que changer ses actes, il change son discours. Il veut une pause européenne. La vérité, c'est que la justice européenne, oui, condamne la France pour inaction climatique. Et ils ont raison de le faire. Condamne la France pour non-respect des normes sur la qualité de l'air. Ils ont raison de le faire parce qu'il y a des morts chaque semaine en France à cause de la mauvaise qualité de l'air. Condamne la France pour non-respect du vivant, des règles sur les espèces protégées, les périodes de chasse où la France se revendique de faire ce qu'elle veut et de l'assumer. Donc oui, en fait, l'Europe, c'est bien un exemple là, est une force de rappel quand la France ou d'autres pays s'écartent de ce qu'il faut faire pour le bien-être des citoyens. Parallèlement, Emmanuel Macron, lui, il veut donner un coup de booster à l'économie verte pour que soient produits en France des panneaux solaires, des éoliennes, des batteries électriques, des pompes à chaleur aussi. Et les entreprises pourraient être aidées grâce à un crédit d'impôt vert, c'est-à-dire des allègements d'impôts énormes sur les entreprises qui investiraient là-dessus. Est-ce que vous, les écologistes, vous voterez pour ou contre ce genre de mesures, aider les entreprises vertes? Je vous ai dit, on n'est pas sûr de voir les mêmes entreprises derrière le mot vert. Il y en aura peut-être en mais là, commun. Je parle de pompes à chaleur, de choses comme ça, d'éoliennes. Oui, mais j'attends de voir. Alors, si c'est ça, est-ce que vous dites, OK, ces entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt vert? En fait, les aides aux entreprises ont augmenté de 20% ces dernières années. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fallait augmenter l'âge de départ à la retraite, parce qu'il fallait financer tout ça. Et donc, aider les entreprises, oui. La question, c'est en échange de quoi? Quels critères sont mis? En l'occurrence, d'investissement vert. Un critère là-dessus, mais est-ce qu'il y a des critères de non-délocalisation, par exemple? Parce que combien d'entreprises... Moi, je sais, dans mon territoire, quand les mines ont fermé dans le bassin minier, on a tiré avec des subventions plein d'entreprises qui sont venues de manière un peu opportuniste se saisir des subventions plus délocalisées. Donc, c'est quoi les conditions de maintien de l'emploi en France et de souveraineté, en fait? Vous demandez quoi comme condition, justement? Les que ce ne soit pas des groupes salariale. chinois, taïwanais Par exemple, peut-être qu'on peut soutenir les groupes français et européens. Peut-être qu'on peut regarder de très près ce qu'ils font et comment ils le font, et surtout comment ils payent leurs salariés, ce qui est une égalité salariale entre les femmes et les hommes. C'est de l'argent public. Il faut d'autres critères que l'environnement. C'est de l'argent public. Et par ailleurs, sur le critère environnemental, je peux vous dire que les écologistes sont extrêmement attentifs à ce qui est mis derrière. Pour l'instant, vous ne dites pas oui ou non sur le crédit d'impôt vert. Vous attendez de voir ce qu'il y a dedans. Vous savez, je pense que la France a besoin de bonnes nouvelles en ce moment. Donc j'attends, j'essaye d'être optimiste, mais je reste sur mes gardes. Au chapitre réindustrialisation de la France, il y a aussi la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, censés générer 100 000 emplois. Ça, c'est l'industrie verte, par exemple, pour Emmanuel Macron. Justement, à Europe Écologie Les Verts, c'est toujours non le nucléaire, ou est-ce que c'est un débat qui aujourd'hui fait débat, justement, chez les écologistes? Est-ce qu'on peut être à Europe Écologie Les Verts et pro-nucléaire? Les gens pensent ce qu'ils veulent. Pareil, on a un parti très démocratique. En général, ceux qui viennent chez nous... c'est fondateur chez les écolos, normalement. On est anti-nucléaire chez les écologistes. Les gens qui viennent chez nous, en l'occurrence, soit ils sont anti-nucléaires, soit ils deviennent, et c'est pas juste chez les Verts en France, c'est dans le monde entier. Je parle de vous. Oui, mais dans le monde entier, les gens qui viennent chez les Verts, ils terminent par être convaincus d'être anti-nucléaires. Donc ça reste, j'allais dire... Mais moi, je veux pas être la poupée qui dit non plus. Enfin, c'est pas mon but d'être contre tout. Je veux juste alerter sur le fait qu'il y a une légende qui est répétée comme ça par les pro-nucléaires. Il n'y a pas de problème de déchets, pas de problème de sécurité centrale, pas de problème pour construire les EPR qu'ils n'arrivent pas à construire, pas de problème de fonctionnement des centrales, où quand même l'automne dernier, il y en avait la moitié qui était à l'arrêt, et ce n'était pas de la faute des écolos. Vous ne dites pas, quand on est écologiste, on doit être 100% anti-nucléaire? Je pense que c'est un chemin. Moi, je ne suis pas là pour forcer les gens à penser. Je constate que mécaniquement, on en vient là parce que, en fait, Macron met toute sa résolution et de la crise climatique et de la crise énergétique sur le nucléaire, en pariant sur le nucléaire, qui ne marche pas. Et donc, si on parie notre sortie de la crise climatique énergétique sur un truc dont on sait qu'il ne marche pas, puisqu'à Flamanville, ça devait coûter 3 milliards d'euros l'EPR et sortir en 2012. Et il est très en retard, c'est vrai. On est en 2023 et déjà 20 milliards et il ne sort pas. Donc, normalement, quand on a un fiasco industriel dans le prototype, on ne dit pas je vais en faire 6 autres et je base toute ma stratégie. Là-dessus, ça paraît assez cohérent. Marine Tondelier, vous êtes à la tête d'Europe Écologie Les Verts depuis presque 6 mois. Vous voulez voir grand. Vous avez entamé la modernisation du parti avec des états généraux de l'écologie. Mais il y a de l'adversité partout, comme dans le monde politique. Mais vous y êtes habitué depuis longtemps sur le terrain, on va le voir. Presque sans phare, mais avec humour, elle est le nouveau visage de l'écologie. Quand il y a des images, après on a l'air tout fatigué. Les écolos ont l'air tristes, déjà ils ne mangent pas de viande, donc ils ont l'air fatigués. Voilà. Depuis 6 mois, la nouvelle patronne des Verts sillonne le pays, rassembleuse, en mission. Au Congrès, quand les gens disaient il y a la ligne Rousseau, la ligne Jadot et il y a Tondelier au milieu, les gens disaient on lui souhaite bon courage quand même parce qu'elle part de loin, on la connaît pas, c'est qui?
C'est José Bové qui lui donne envie de devenir écolo et c'est à Hénin-Beaumont, sa ville, qu'elle se fait un nom dans son combat contre le Front National et Marine Le Pen. De cette adversité, elle s'est même tirée à argument. Donc vous ne trompez pas de Marine, parce qu'il y en a deux. Elle veut imprimer son style, sa marque est pesée au sein de la NUPES. Et je vous le confirme d'ailleurs, ça va être la ZAD à l'Assemblée. Défendre les ZAD, lui faudra des affrontements avec certains syndicats paysans. J'ai toujours été pour le dialogue, mais vous voyez, j'ai essayé de discuter avec monsieur. C'était impossible. Il a sa vérité et nous, vous voyez, on est écolo, on a nos valeurs. Même pas peur non plus pour relever le défi interne, élargir la base d'un parti qui n'arrive pas à convaincre les électeurs. Europe Écologie Les Verts, c'était obsolète. Pourquoi ? Non, ça existe et peut-être que ça existera même encore après. Peut-être qu'il y aura encore un parti plus un mouvement, peut-être qu'il y aura un parti dans un mouvement. Tout est possible. Même le choix du slogan « Venez comme vous êtes » rappelle celui d'un célèbre fast-food. On trouvait que ces mots paraissaient assez évidents en fait. Et quand on se dit mais oui mais c'est le slogan de McDonald's, on se dit et alors les mots ne leur appartiennent pas. Et d'ailleurs McDonald's avait piqué ce slogan à Nirvana, c'était comme As You Are. De passage à Lyon, vitrine d'une gestion écolo, Marine Tondelier défend la décision de la métropole, retarder la mise en place des zones à faible émission. Pas facile de bannir la voiture. On a décalé l'interdiction des critères 2. Donc c'est pas du tout reculer sur les zones à feu. Vous dites qu'ils reculent, mais ils ne reculent pas du tout. Ils écoutent ce que leur disent les habitants des territoires qui les ont élus. Ça s'appelle mettre de l'eau dans son vin. Moi, je mets jamais de l'eau dans le vin. J'aime trop le vin pour mettre de l'eau dedans. C'est vraiment une très mauvaise expression. Et moi, j'aime trop l'eau pour mettre du vin dedans. Ah, voilà, chacun son goût. Hein, voilà. On est très complémentaires chez les Verts. Apparemment. On va parler des élections européennes, parce qu'on n'en parle pas dans ce sujet, mais c'est un sujet qui vous intéresse quand même, puisque c'est l'année prochaine, c'est juin 2024, et d'habitude, les écologistes font des bons scores en France aux élections européennes. Vous ne voulez pas de liste unique à gauche, pas de liste NUP, dites-vous. Pourquoi ? Parce que vous voulez montrer que vous êtes les plus forts à gauche ? Absolument pas. On s'appelle Europe Écologie Les Verts, et donc on a envie de défendre une élection, une liste qui défend l'écologie aux élections européennes, qu'on veut cette Europe forte et fédérale. C'est un programme qui est assez singulier, et moi je le dis très tranquillement, mais je ne vais pas passer 6 mois à me défendre de faire ce qu'on a le droit de faire, une liste autonome. On a un parti qui, je sais que c'est plus à la mode, mais qui est extrêmement démocratique. Alors donc 90% des militants ont décidé de cette stratégie qui paraît de stratégie, logique. c'est-à-dire en vous élisant, ce que vous voulez dire. Non, on a fait un débat entre... Il y a eu des listes de premier tour dont la plupart défendaient cette stratégie. Entre les deux tours, je peux vous dire que c'est la phrase qui a été regardée avec le plus d'attention dans notre texte de synthèse, et elle paraît assez logique et elle a été plébiscitée à 90%. Et puis, évidemment qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est normal. Alors, la parmi les gens pas d'accord, il y a Sandrine Rousseau, on a le droit d'avoir des nuances. Attendez, il y a Sandrine Rousseau qui dit « Il faut que nous discutions et que nous fassions une liste commune, en particulier avec la France Insoumise, mais pas que ». Elle a tort, alors qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, je ne dis pas qu'elle a le droit de le penser, mais elle l'a proposé au Congrès et elle a fait 13%. Nous avons proposé autre chose et nous avons Donc fin du débat. Plus. Je pense que je ne lui demande pas d'arrêter de penser ça. Non, mais le débat est clos pour vous. On l'a déjà dit plusieurs fois, c'est quelque chose, on en discutait encore hier parmi les écolos, parce qu'on a commandé un sondage qui donne plutôt raison à cette stratégie, qui montre bien que, en fait, on aura plus de députés écologistes et de gauche en y allant séparés. C'est comme ça. Sauf que vous savez aussi que c'est une élection de mi-mandat. Entre deux présidentielles. En fait, je pense qu'il faut respecter l'élection européenne. Il faut respecter l'élection européenne, arrêter de vouloir nationaliser ce débat. Nous faisons partie d'une famille verte européenne. On travaille à l'avenir de l'Europe. On en parle une fois tous les 5 ans. Si cette fois-ci, on pouvait vraiment parler de l'Europe et pas juste de stratégie politicienne, les Français en ont marre. Vous savez que ça compte aussi. Oui, mais j'ai une grande fatigue, moi, par rapport à tout ça, parce que j'ai l'impression qu'on n'est plus que dans la stratégie, qu'on a une élection présidentielle qui rend fou. Vraiment, c'est le problème de la Ve République, ça rend fou les journalistes, fou les futurs candidats, fou les partis, et on a tous en fait, on n'arrive plus à réfléchir sereinement. Et donc, évidemment, pour 2027, on prendra nos responsabilités. Je l'ai dit très clairement et j'attends que tout le monde le fasse. Oui, il faudra une candidature unique des écologistes et de la gauche en 2027, sans préalable de notre part, mais... D'ici 2027, on a quand même le droit de porter nos couleurs. C'est un problème démocratique à la fin, quand vous êtes un parti, de ne pas pouvoir présenter de candidat à des élections. OK pour la présidentielle, ça coûte cher. Sur une liste commune, il y aura quand même des européenne, on a un projet très cohérent à porter. On a des sortants qui défendront leur bilan. Est-ce que vous êtes sûr d'arriver en tête cette fois-ci ? Mais c'est pas ça le sujet. Alors, par contre, il y a le RN qui risque d'arriver en tête. Vous assumez... Quoi qu'on fasse d'ailleurs. Quoi qu'on fasse. Alors, c'est pas vrai dans un des sondages du journal du dimanche, IFOP, qui dit que si la NUP est unie et qu'il n'y a pas de liste dissidente, je dis tout... C'est un scénario très imaginaire, quand même. Bah, pourquoi pas, tous les scénarios sont possibles. Mais la nature a horreur du vide. Je peux vous dire que si je ne fais pas de liste Europe Écologie Les Verts avec mes collègues ou de liste Les Écologistes, et qu'on fait une liste UPES, il y aura une liste écologiste autonome. Je peux déjà vous dire qui sera dessus. Et c'est normal. Qui sera dessus ? La nature a horreur du vide. Et l'écologie
Et mais la qui nature sera qui dessus se des gens défend. de chez vous? Mais non, mais on voit bien qu'il n'y a pas qu'Europe Écologie Les Verts. On a des partenaires avec qui on travaille qui sont encore plus hostiles que nous à une liste NUPES. Donc, Ils veulent défendre l'écologie. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous avez déjà renoncé au fait d'éviter que Marine Le Pen et le RN soient en tête des européennes l'année prochaine? Ça ne veut rien dire la tête des européennes. Bah si. C'est un scrutin européen. C'est un scrutin Ah, européen. mais d'accord, mais enfin, c'était une rampe de lancement pour Marine Le Pen pour la présidentielle, je vous assure. Ce que je veux, c'est qu'en 2027, on ait réussi d'ici là à tracer un chemin d'espoir et de victoire, parce que je pense qu'énormément de Français et des Français ne se résignent pas à devoir choisir au deuxième tour entre l'héritier que sera choisi, le macronisme, et Marine Le Pen. Ça ne doit pas nous tétaniser, ça doit nous mettre en action. Et pour cela, les sondages montrent quand même que être ensemble aux européennes ne résout rien à ce problème. On ne sera pas devant Le Pen, c'est pas vrai. Par contre, il faut aller chercher des électeurs déçus. Et ça, on ne va pas chercher les mêmes, Fabien Roussel, moi, Manuel Bompard et le Parti Socialiste. C'est comme ça. Pour conclure, au soir des européennes, dites-nous, dans un an, il faudra prendre toutes les listes, s'il y a plusieurs listes, évidemment, et faire le total de la gauche quand même. La NUPES, c'est une coalition de la gauche et des écologistes. La NUPES, c'est une coalition. Et donc, au sein de cette coalition, quand nous sommes ensemble, nous sommes 4 forces politiques. Et pour que nous soyons plus forts ensemble, en 2027 notamment, mais pas que, il faut que chacun cultive son jardin. C'est ce qu'on fait avec les États généraux. Sauf qu'au soir de juin 2024, est-ce qu'il faudra faire un total NUPES de toutes les listes? Évidemment, des listes qui se revendiquent de la NUPES. Et donc, ensemble, nous serons plus forts. Et je vous confirme qu'on sera plus fort ainsi qu'en voulant additionner tout le monde, où des eurosceptiques ne se retrouveront pas dans une tête de liste écolo et des fans de l'Europe des écolos ne se retrouveront pas dans une liste NUPES. C'est comme ça et c'est contre personne. Il faut calmer ce débat. Chacun à son poste. On travaille ensemble pour la victoire en 2027. On accueille maintenant Cléa Chakraverty, chef du pôle Société et Politique à The Conversation France pour sa carte blanche. Bonjour Cléa. Bonjour Francis, bonjour Marine Tondelier. Alors l'écologie, souvent entre principe et radicalité. Vous êtes pour une écologie radicale, Marine Tondelier. Vous étiez notamment à Sainte-Soline ou à Rouen avec les soulèvements de la terre. Vous avez donc bloqué des routes, vous avez également empêché les méga-bassines. Est-ce que vous pensez... Moi, j'ai bloqué des routes, moi. Alors, vous étiez avec eux, en tout cas. Est-ce que vous pensez qu'il faut que tout le monde partage ce type d'action? Alors, la première chose, c'est que tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord et c'est pas fait pour ça. L'écologie, elle s'est construite, oui, dans la radicalité, mais vous dites, vous avez choisi d'être radical. C'est pas ça, je suis écologiste, donc radical. L'écologie est une famille de pensée extrêmement radicale parce qu'elle propose un autre type de société. Là, on est à un moment de l'histoire où les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable l'année de leurs 30 ans. Donc oui, ça demande aussi des actions radicales. Et quand vous vous heurtez à un État qui n'entend pas, voire même qui protège des décisions illégales, c'est le cas des gens qui construisent parfois des retenues d'eau interdites et qui les construisent quand même et les font fonctionner. De cette façon-là, il y a des personnes qui jugent cela également contre-productif. Vous avez dit tout à l'heure ne pas opposer les agriculteurs et les écologistes. Du coup, on fait comment alors? Je ne le fais pas. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il faut comprendre pourquoi des jeunes de moins de 25 ans en arrivent à mener ce type d'action. C'est un des symptômes de l'éco-anxiété. Et pour le coup, je les trouve beaucoup plus lucides sur là où va le monde que certains de nos gouvernants. Donc, je ne demande pas à tout le monde d'être d'accord avec tous leurs modes d'action, mais je demande par contre de les comprendre et de s'interroger sur les raisons qui les font arriver là. Ils ont en tout cas tout mon soutien, parce que je peux vous dire que l'écologie, c'est une famille qui est extrêmement solide. L'écologie, c'est aussi dire tous pareil, mais par contre, on doit être tous solidaires. On entend ce que vous dites. Cependant, les idées écologistes sont aujourd'hui aussi récupérées par d'autres mouvements. Récupérer est intéressant. Oui, récupérer, utiliser, mis en avant. Je pense notamment au RN, qui surfe aussi sur ces idées-là. Par exemple, sur le localisme, est-ce que qui incite à produire et consommer localement, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous pouvez vous retrouver aujourd'hui? Les choses sont simples. On a porté depuis plus de 50 ans ces valeurs, souvent seuls, la quasi-totalité du temps moqués, conspués, harcelés. Aujourd'hui, on a finalement gagné cette première bataille culturelle, puisque tout le monde se revendique de l'écologie. Du coup, est-ce que vous êtes... Peut-être qu'on n'était pas si nuls. Mais produire localement. Et aujourd'hui, le problème du Rassemblement national, c'est qu'il prend ce qui l'intéresse dans la pensée écolo. La pensée écolo, c'est pas juste produire localement. C'est la relation, l'harmonie des écosystèmes. Donc, par exemple, un parti qui est xénophobe, raciste, qui veut que des gens meurent en Méditerranée sans qu'on aille les sauver, ne peut pas être écologiste. On peut pas dire j'aide les baleines, les dauphins et les Yorkshire et pas les êtres humains. Par exemple, donc ça ne marche le pas. RN défend notamment la pratique de la chasse, pratique dite traditionnelle. ELV s'y oppose.
sans vous y opposer. Qu'est-ce que vous dites justement aux éleveurs dont le bétail peut être abîmé par les loups, comme dans la Drôme récemment, ou encore les agriculteurs dont les champs sont dévastés par les sangliers? Comment vous résolvez? On travaille avec Marie Pochon, qui est députée dans la Drôme, c'est-à-dire la seule députée de gauche qui a fait basculer une sous-préfecture en France. Elle travaille énormément sur ces sujets. Il n'y a pas de réponse simple, écologiste ou pas d'ailleurs, entre les loups et les brebis. Et on doit aussi se réjouir que des espèces sauvages reviennent dans notre pays. Mais vous pointez sur la chasse une des dichotomies majeures du Rassemblement national. Et les associations animalistes voient bien que Marine Le Pen, elle a beau être éleveuse de chats, sur les questions animales, c'est quand ça l'arrange. Et donc c'est un parti opportuniste, électoraliste et caméléon qui est populiste, qui va s'adapter à la couleur locale. Ils ont décidé de faire un peu d'écolo, mais pas trop. Marine Tondelier, plus généralement, faut-il débattre avec l'extrême droite sur ces questions, comme le propose Hugo Clément, par exemple? Moi, je débat avec eux chaque mois au conseil municipal et je ne vais pas arrêter d'y aller, en fait. Donc, c'est deux choses. Évidemment, quand il y a des élections, on doit débattre avec les candidats. On l'a toujours fait. Moi, j'ai fait 3 débats avec Marine Le Pen aux législatives. Et au conseil municipal, évidemment, que je ne vais pas dire, je ne leur parle pas, je ne vais pas au conseil. Donc, la démarche du Par contre, d'aller dans un journal d'extrême droite, donc on a parlé tout à l'heure. Oui, c'était un plateau de valeurs actuelles. Oui, c'est un problème. Voilà. Dernière question. Les JO 2024. Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Ce type d'événements qui sont par ailleurs très populaires, mais sont aussi très coûteux pour l'environnement. Est-ce qu'il faut c'est populaire, sauf quand on veut acheter des places quand même. Est-ce qu'il faut les proscrire? Non, mais c'est populaire, sauf quand on veut acheter des places. Est-ce qu'il faut les interdire? Je ne sais pas combien de classes populaires arriveront à se payer les places. Est-ce qu'il faut les proscrire? C'est populaire, sauf quand on va... si c'est pour construire des piscines qui serviront aux habitants de la Seine-Saint-Denis, ça me va. Quand c'est pour construire des solariums qui serviront 2 fois à des athlètes au repos à la place de jardins ouvriers partagés à Aubervilliers, ça ne me va pas. Donc il faut finir par les interdire, c'est ce que vous... Je pense qu'il faut réfléchir à une manière plus écologique d'organiser des grandes compétitions internationales. La Coupe du Monde du Qatar, je pense qu'on a atteint le pompon, mais il y en a d'autres du genre qui se préparent. Quand je vois qu'on fait du ski dans le désert, etc., au moment où on se dit qu'on n'a plus que 3 ans pour sauver la planète, c'est extrêmement choquant. Merci Cléa. C'est le livre qui fait beaucoup parler en ce moment, La Secrète de Bérengère Bond, biographie d'Elisabeth Borne. Est-ce que vous l'avez lu d'abord? Non. Vous allez le lire? Moi, j'attends de voir ce que vous me dites. Attendez, non, c'est sur une histoire particulière, parce que la Première ministre a saisi la justice pour que soient retirés certains passages en cas de réédition concernant sa vie familiale, des références à sa santé ou son orientation sexuelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche d'interdire une partie d'un livre parce que ça la dérange, ce qui est écrit dedans? Moi, je comprends que des journalistes ou des Français disent on a envie d'en savoir plus pour elle, mais à un moment, pour moi, le politique, c'est le politique, et la Première ministre, elle n'est pas dans une émission de télé-réalité. Donc, ce que moi, je m'en fiche de quelle est sa vie privée. Ce qui m'intéresse, c'est les politiques qu'elle mène. Et donc, oui, je pense qu'en tant que femme politique, je me sens un peu solidaire de cette volonté toujours plus politique, spectacle, d'aller creuser dans la vie des gens. Si ça a un intérêt politique, pourquoi pas? Là, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre qui n'en ont pas. Merci Marine Tondelier.